Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 28, on parle de santé et de journalisme. Bienvenue à Studio Libre. Voici maintenant la deuxième partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec Mathieu Charbonneau, directeur d'Action Santé Outaouais. En septembre 2025, on a présenté le Forum Santé Outaouais 2025. Il y avait 200 personnes à la Maison du citoyen de Gatineau, plus de 70 organismes communautaires, syndicaux, mais dans plusieurs secteurs aussi, en collaboration avec la conférence des préfets de l'Outaouais notamment, pour se dire, bon, là, quelle solution on veut prioriser pour l'Outaouais en matière de main-d'œuvre, santé des femmes, aînés, santé mentale, santé rurale. Puis, pour revenir à la question de la main-d'œuvre, une solution ou un constat qui a été fait, c'est là, on est dans une situation où on perd le match sans arrêt par rapport à l'Ontario. Ça ne s'améliore pas. Ouais. On perd notre personnel. L'Ontario, la ville d'Ottawa, à l'automne, a mis en place une stratégie de recrutement de médecins de famille. Pendant ce temps-là, nous, en Outaouais, si on travaille en silo, si le CIS de l'Outaouais fait le plus qu'il peut avec de moins en moins de ressources, si les médecins travaillent dans leur coin, si les syndicats travaillent dans leur coin, si les communautaires, les préfets, si on travaille tous séparément, comme c'est depuis trop longtemps le cas, ça n'avancera pas. On va toujours perdre le match contre l'Ontario. Donc là, on s'est dit, une des solutions, c'est peut-être de se dire, OK, on se concerte ensemble, puis on se donne des stratégies régionales de main-d'œuvre pour attirer, mais aussi retenir non seulement les médecins, mais aussi les infirmières. L'UQO, le Cégep de l'Outaouais aussi doit participer à cette vision-là. Puis ils font un travail incroyable, l'UQO et le Cégep de l'Outaouais. On est content de ce qu'ils font. Il faut continuer comme ça. J'ouvre une parenthèse, mais par exemple, dans les questions de formation d'infirmières. Donc, il y a des choses qui se font, mais là, il faut peut-être travailler ensemble pour arrêter de perdre contre l'Ontario, de ne pas être compétitif. Puis que même en Outaouais, les territoires ruraux soient en compétition avec eux d'une manière. On essaie de faire des petites séductions dans la vallée de la Gatineau, dans Papineau, dans le Pontiac, pour attirer des médecins, pour attirer des infirmières. Qui sont déjà une denrée rare. Donc, pourquoi ne pas s'asseoir ensemble puis se donner une stratégie pour la région en matière de main-d'œuvre, mais aussi par territoire, parce qu'il faut respecter les réalités territoriales et les besoins aussi. Il ne faut pas appliquer des solutions pour toute l'Outaouais, dans Papineau, dans le Pontiac, où les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, je donne un exemple d'une solution qui est ressortie du Forum Santé Outaouais 2025, puis on se dit, bon, ben, collaborons l'Outaouais ensemble en matière de main-d'œuvre, plutôt que de travailler dans notre coin, puis continuer à perdre des professionnels de la santé au profit de l'Ontario. Ouais. Les professionnels de la santé, justement, on peut pas les blâmer non plus de vouloir avoir des meilleures conditions, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les attirer de un, s'ils viennent de d'autres régions, ou même juste les garder? Et ultimement, est-ce qu'on peut les ramener? Parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, le mur est fermé et oubliez ça, ils reviendront jamais. Est-ce que ça se fait? C'est difficile de remettre la pâte à dents dans le tube, comme on dit. Première chose, je pense qu'il faut écouter les professionnels, les médecins, les infirmières, les préposés, etc. Ils et elles ont des solutions. Je reviens tantôt. Plutôt que de centraliser, de privatiser, de mesurer la performance du système de santé sur du volume, sur des données quantitatives et non sur des données humaines, sur la qualité des soins, écoutons-les. Ils en ont des solutions, eux autres. Et souvent à bas coût. À bas coût, exactement. Il y a des solutions à coût nul qui existent. Deuxième chose que je veux dire, c'est que l'Outaouais vit aussi une iniquité de financement en éducation postsecondaire. Donc, on est mal parti, on est désavantagé en santé. On est désavantagé en éducation. En éducation. Donc, les médecins. Exactement. Donc, formation du personnel de la santé, sciences de la santé. En Outaouais, on n'est pas capable de former nos gens pour qu'ils restent ici. Puis, donc ça, c'est la capacité de formation qui est aussi déficiente. Donc, il faut aussi se dire, dans les cégeps, au cégep de l'Outaouais, à l'université, on doit avoir plus d'argent, on doit former davantage. Donc, nos institutions d'éducation supérieure font partie de la solution, évidemment. Par la suite, ce que je dirais, le sous-financement crée des mauvaises conditions de travail.
il y a moins d'effectifs. Il y a des installations désuètes dans les hôpitaux. Donc, les médecins, les infirmières, etc., doivent travailler dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Puis ça attire pas les nouveaux non plus, là, les jeunes qui disent « Bon, ben, je suis en choix de carrière, est-ce que je vais aller dans ce système-là qu'on dit qu'il est pas au top donc, ils se disent, bon, je vais aller choisir une autre carrière, finalement. Ben, c'est pas attirant. Pourquoi ne pas aller à Montfort, à Montréal, à Sherbrooke, etc. Donc, ou même choisir totalement quelque chose d'autre à faire dans la vie. Là. On entend souvent des gens qui sortent effectivement des emplois d'infirmières, de préposés, etc. pour aller ailleurs. Donc, ça c'est un enjeu fondamental. Tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de bonnes conditions de travail, on n'aura pas des soins de qualité. On dit les conditions de travail sont les conditions de soins. Ben oui. Okay? Donc, ça, c'est... faut pas l'oublier, ça. Mettre un plaster sur une plaie ouverte, ça aide en rien. Là. Exactement. Donc, pour la question du personnel, c'est complexe, mais il y a des solutions. Puis, comme pour le financement de la santé, il faut réclamer du financement pour l'éducation postsecondaire en Outaouais. Donc, il faut revenir à la base. Là. C'est un système qui est gangréné du bas. On a l'impression que les fondations même sont en train de devenir comme un gruyère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on se dit, au Québec, on est dans un déficit record présentement. Elle est où l'argent? Ça, c'est une excellente question. Donc, je commencerai avec la première chose en disant, lorsqu'on regarde le système de santé, l'année passée, c'est environ 65 milliards le budget de la santé au Québec. Quand même. Au fil des années, de plus en plus de cet argent-là s'en va dans 3 postes de dépenses. Les hôpitaux, la rémunération médicale et les médicaments. Là, il y a comme 3 gros sujets, il faudrait que je revienne pour qu'on en jase, là, où l'argent de la santé s'en va de plus en plus là-dedans et non dans la première ligne, dans la prévention, on n'en a pas parlé. La prévention, la promotion de la santé mentale sous-financée au Québec. Absolument. Donc, on a décidé collectivement, pour des raisons qu'on pourrait analyser, de mettre l'argent de la santé surtout dans les hôpitaux, la rémunération médicale et les médicaments. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas financer, là, c'est fondamental ces 3 postes-là, mais il faut prendre il faut réaliser où va notre argent. Deuxième chose, au fil des derniers 10-20 ans, il y a eu d'énormes baisses d'impôts aussi. Donc, ça c'est des décisions collectives. Ça s'appelle la justice fiscale. Qui paye pour financer les services publics par les taxes et les impôts? Au Québec, et là j'ouvre une parenthèse très rapidement, on a choisi un régime fiscal où on ne taxe pas beaucoup les entreprises, contrairement à ce qu'on peut penser quand on se compare à d'autres juridictions. Puis on impose beaucoup les particuliers, l'impôt sur le revenu. Ouais. Donc, là, il y a un enjeu de justice fiscale. Est-ce qu'on accepte que la classe moyenne soit beaucoup imposée proportionnellement et que les entreprises, mais aussi les revenus de patrimoine soient moins imposés, comme les gains en capitaux, etc. Donc là, on ouvre toute une question grosse parenthèse, oui. de justice fiscale. Tout ça pour dire, évidemment, on ne peut pas continuer à mettre toujours de plus en plus d'argent dans les hôpitaux, dans la rémunération médicale, puis dans les médicaments. On s'entend. Mais il manque déjà d'argent dans le système de santé. Le système de santé ne répond pas aux besoins de la population. Même chose dans les écoles, en éducation, on l'a vu. Santé-éducation, dans la dernière année, il y a eu des coupures. Mais même avant les coupures, les systèmes publics ne répondaient pas aux besoins de la population. Donc, il y a un sous-financement dans ces 2 cas, mais ça, c'est une question de décision politique, où on met l'argent dans l'État et où on va chercher de l'argent par les taxes et les impôts. Est-ce qu'on est comparable à d'autres provinces, notamment l'Ontario ou un peu ailleurs au Canada, concernant la direction versus le personnel soignant? C'est une bonne question. Je n'ai pas les données sur ça, là, mais je suis certaine, dans les dernières décennies, les réformes de centralisation et de privatisation de la santé ont amené une bureaucratisation de la santé, du système de santé, pardon. Ça ne veut pas dire qu'il y a trop ou pas assez de cadres. Ça veut dire qu'il y a trop de processus bureaucratiques qui sont trop de paperasse. Et parenthèse, c'est important de se souvenir, la pandémie,
ce qu'on s'est rendu compte rapidement, c'est qu'il manquait de cadres. On avait coupé dans les dernières 20-30 ans dans les cadres. Il manquait de gens pour gérer le système de santé. On a embauché des centaines, sinon des milliers au début de la pandémie pour pouvoir donner des services à la population. Donc, l'enjeu, c'est pas qu'il y a trop de cadres ou passé, c'est qu'on a centralisé le pouvoir de décision et de dépenser. Il faut que les communautés, les territoires puissent avoir des budgets qui dépensent en fonction des besoins des populations. C'est ça qui a causé, c'est ce problème-là, je dirais, majeur, qui a été causé par la centralisation. Et je veux ajouter aussi, le système de santé, c'est un des plus grands employeurs au Québec, là, surtout avec la dernière réforme, le Santé Québec, la nouvelle agence qui a été mise en place, qui est le plus grand employeur au Québec. C'est des bons emplois, c'est des emplois de qualité, et ça fait en sorte que c'est bon pour la santé d'avoir des bons emplois. Donc, il y a un enjeu économique qu'on oublie souvent. Les services publics, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Il y a des données très précises qui disent que 1 $ de dépense en services publics de santé ou d'éducation, ça amène 7, 8, 9 $ de développement économique. Ça, on l'oublie souvent. Les services publics de santé, je veux le répéter parce que c'est important, mais aussi d'éducation, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement économique, mais aussi pour qu'on respecte des droits comme la santé et l'éducation. Donc, cela étant dit, effectivement on doit permettre au personnel de la santé, puis ils nous le disent, de donner des services. Lorsque des infirmières, des préposés, des médecins doivent remplir de la paperasse, doivent minuter le temps qu'ils passent avec des personnes, c'est de l'inefficacité. Donc, au nom de l'efficacité, on a centralisé, on a privatisé, mais on est devenu plus inefficace et en plus moins humain. Puis les gens nous le disent, là, les gens que ça fait quelques décennies là, qui regardent ça en Outaouais, les citoyens, les organismes, ils ont vu le système devenir de moins en moins humain, moins de contact humain, moins de chaleur, moins de temps passé, moins de proximité avec les communautés. Puis les gens, ils vivent ça. Ouais. Je me dis, si le système ne fonctionne pas en étant centralisé, pourquoi est-ce qu'on se force à le centraliser encore plus? Qui a l'intérêt de centraliser ce système-là? Une grande question, ça prendrait encore 3 heures ou même 45 heures à répondre, mais rapidement, au fil des dernières décennies, on a voulu gérer les finances publiques de manière plus serrée. On a réduit les impôts. On a voulu se dire, il faut, pour chaque dollar de service public qu'on dépense, être plus efficace. Donc, les systèmes de santé, par exemple, ont voulu plus contrôler comment on dépensait, amener les professionnels à être plus efficaces, à minuter, à avoir des indicateurs statistiques de performance. Mais ce qu'on a fait en faisant ça, c'est qu'on a ajouté de la bureaucratie, puis on a réduit ce qu'on pourrait appeler l'autonomie clinique ou l'autonomie professionnelle du personnel de la santé qui juge ce qu'il doit faire quand il donne un soin, à qui, combien de temps. On a fait ça, donc on a nuit au travail des professionnels, mais on a aussi nuit aux communautés. Ça, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est fondamental. On a d'une façon dédémocratisé le système de santé. Donc, moins que les citoyens, les communautés ont eu une voix dans la gestion du système de santé, pire les services sont devenus, pire la qualité est devenue. Donc, puis ça, on l'a perdu au fil des réformes de centralisation et de privatisation. Ils ont perdu leur voix, finalement. On a perdu notre voix collectivement. Dans le système, le système nous voit plus comme des patients, on va dire des objets de soins ou des marchandises, alors qu'on est des citoyens. Un patient, c'est d'abord et avant tout un citoyen. Puis quand on parle de droit à la santé, puis on parle d'Action Santé Outaouais, c'est de se dire on doit reprendre en main collectivement notre système de santé, les politiques de santé, c'est-à-dire pourquoi les réformes arrivent souvent après peu de consultations. Les professionnels sont surpris, les communautés, les régions sont surpris, se disent « Mais là, vous ne nous avez pas consulté avant de mettre cette réforme-là. Là. D'où viennent ces solutions-là? » Bien, si on remet au cœur la démocratie dans le système de santé, on pense que les services vont être plus accessibles puis de meilleure qualité. Oui, parce que qui de mieux que le citoyen qui reçoit le service pour dire « J'ai besoin de ce service-là » parce qu'on a l'impression qu'on nous impose quelque chose, un système,
mais que ce système-là, on peut même pas dire ouais, mais c'est parce que j'aurais peut-être besoin de quelque chose ailleurs ou la société aurait besoin de quelque chose ailleurs. Non, c'est ça le package, puis arrangez-vous avec ça. C'est un peu ça qu'on vit. Tout à fait, tu sais. Puis, je veux juste dire, il y a encore des recours comme usager. On peut faire des plaintes. Puis, tu sais, j'encourage les gens. Puis, c'est pas toujours facile de faire des plaintes. Là. C'est pas tout le monde qui est capable. Oui. On est malade, on est dans la misère, ou ça peut être difficile, mais ça peut amener à des changements, puis au système de voir des situations qu'il n'aurait pas vues. Donc, parmi les solutions principales, ben, c'est de ramener une gestion de proximité. Ça veut dire pouvoir dépenser, prendre des décisions en fonction des besoins des communautés, des territoires, mais aussi que les patients, les usagers, les communautés, les territoires, les MRC, etc., soient partie prenante de la prise de décision. Pas seulement les consulter ou avoir leur avis, qu'ils soient intégrés dans la prise de décision. Il y a peut-être un peu d'avancée au niveau des MRC, mais on pense qu'il faut décentraliser, démocratiser la gestion du système de santé, ultimement. Et pour 2026, les dossiers ou le dossier le plus important pour Action Santé Outaouais, ça serait quoi? Mais c'est certain que nous, après le Forum Santé Outaouais de septembre dernier, où 200 personnes, je le répète, se sont rassemblées, plus de 70 organismes de tous les secteurs de la région, en collaboration avec la Conférence des préfets de l'Outaouais. On a trouvé des solutions, on a un document, donc nos solutions vers l'équité en santé en Outaouais. Et en novembre, on a envoyé une lettre au ministre de la Santé, on l'a envoyé à la nouvelle ministre aussi, où on demande un plan de réinvestissement sur 3 ans en santé. On s'attend à 150 millions dès le prochain budget à ce printemps, budget du Québec. Et dans 3 ans, 462 millions pour l'Outaouais pour mettre fin à l'iniquité du financement de la santé. Il y a des élections qui s'en viennent cet automne. C'est le temps. On veut des engagements de l'ensemble des partis d'opposition. Donc, nous, on fait un travail de représentation, de discussion, de communication avec l'ensemble des partis d'opposition. Le gouvernement du Québec, nous, on est ici pour jaser, pour discuter. On a des solutions constructives. Là. Donc, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, mais avant de faire ça, il faut de l'argent. On ne pourra pas éviter ce réinvestissement. Ça fait trop longtemps que l'Outaouais est sous-financé en santé. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Parce que là, on sait qu'avec des nouvelles lois qui s'en viennent, financement pour les organismes et droit de critiquer le gouvernement, ça, on pourrait en parler longtemps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant qu'organisme chez Action Santé Outaouais? Alors, c'était tellement gentil de poser cette question-là. Les organismes communautaires de défense collective de droit, ce sont les parents pauvres du communautaire, puis les communautaires déjà un parent pauvre en lui-même. Oui. On n'a jamais été indexé dans notre financement du gouvernement du Québec, et donc c'est très difficile de continuer à défendre des droits humains comme le droit à la santé. Donc, c'est certain que pour nous, on demande une indexation du financement, mais ce qu'on demande aussi, ce qu'on veut, c'est que l'ensemble de la population, l'ensemble des secteurs, j'ai parlé du communautaire, du syndical, de la conférence des préfets de l'Outaouais, les élus, les conseillers municipaux, les maires et mairesses, dans les territoires ruraux, là, on l'oublie un peu, mais ont un pouvoir important. S'ils se mettent ensemble, peuvent faire changer les choses. Et donc, l'Outaouais là, parle d'une voix forte et rassembleuse pour la santé en Outaouais. On arrête de se chicaner, ou plutôt de travailler en silo, là, puis qu'on puisse donner une voix forte à la région, parce que on est tanné. Les gens, on est tanné. Les patients, on est tanné de souffrir, d'attendre, d'avoir mal, de vivre des séquelles, de devoir d'empirer les cas. D'empirer nos situations de santé, de devoir dépenser pour quelque chose qu'on devrait avoir droit. Donc, l'Outaouais est tanné. Mais là, il faut se mobiliser, il faut agir. C'est pas évident, c'est certain. C'est politique, c'est certain. Mais on vous invite notamment à devenir membre d'Action Santé Outaouais ou actionsantéoutaouais.org. C'est gratuit. Vous allez avoir accès à nos activités, nos actions. Donc, on espère que la mobilisation va continuer là, depuis le Forum Santé Outaouais 2025 de septembre dernier. Il y a un mouvement qui se crée. On collabore avec les préfets et les préfètes et on va continuer à mettre en place des actions d'ici aux élections de l'automne prochain.
Merci beaucoup, Mathieu Charbonneau, d'avoir été là de Action Santé Outaouais. C'est toujours un plaisir, puis la porte est grande ouverte. Merci beaucoup. Si je vous dis B7 ou O68, vous pensez exactement la même chose que moi, c'est le bingo. Eh bien, moi, je pense, quand je pense au bingo, à Mégane Bonjour. Ma prochaine invitée, bonjour Mégane. Salut Sylvain. A gagné un prix du public, mais aussi la première place de la 24e soirée des reportages de la Cité collégiale. Quand on nomme la première place, c'est quand même prestigieux et c'est souvent des gens de l'industrie qui le nomment. Là. Oui, c'est vraiment un sentiment qui est un peu inexplicable. C'est l'excitation avant qu'ils nomment la première place. Ils nomment la troisième place, la deuxième place, et là, tu vois que tu n'as pas encore été nommé. Là, tu te dis, peut-être... Est-ce que je vais passer dans le beurre ou est-ce que... C'est ça, c'est vraiment un hit or miss. Puis ça a été la même chose avec la plume étudiante, il y a 3 ans. Ça a vraiment été la même chose. Puis là, tu te demandes, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vraiment ça n'a pas passé du tout auprès du jury? Et quand mon nom a été nommé pour la première place, c'est Catherine Lantier de Radio-Canada qui est venue, qui a annoncé le prix en tant que tel. Et c'était vraiment incroyable. Et j'en ai vraiment perdu mes mots. Moi, je m'étais fait une feuille avec qui je voulais remercier. Juste pas écrire un texte, mais juste un point de forme. Puis là, j'avais pas de lutrin. Puis là, fait que ma feuille, elle a juste fini par terre. Puis j'ai lu, puis on va avoir la captation vidéo bientôt. J'ai hâte de voir ça. Je suis à ça de brailler. C'est vraiment inexplicable comme sentiment. Le sujet de ton reportage, c'était la fameuse Paulette. D'ailleurs, qu'on remercie aussi pour son implication dans une banque alimentaire, mais aussi pour avoir accepté de faire ce reportage-là. Et puis, tu me disais, j'en reparle ici souvent, là, les banques alimentaires non seulement manquent de denrées, mais aussi manquent de relève de bénévoles. Et Paulette en est toute une bénévole. Là. Ah oui, Paulette, ça a été vraiment une découverte. Et le pire, c'est que quand j'ai commencé à faire des recherches pour mon reportage, c'était même pas envers Paulette que je m'en allais. C'est avec son autre bénévole, Gaétane, qui a 94 ans. Elle, j'ai trouvé son histoire incroyable. 3 jours semaine, elle va au Costco, elle ramasse les invendus, puis elle fait le tour de tous les organismes communautaires à Gatineau et elle les donne et elle arrêtait à la friperie où je travaille, à Saint-Vincent-de-Paul, pour nous en donner. Et c'est là que j'ai connu Gaétane, et là, je l'ai approchée pour faire un reportage et ça n'a juste pas à donner. Elle n'était pas à l'aise et elle m'avait invité à une rencontre qui faisait avec Paulette. Et c'est là que j'ai rencontré Paulette et qu'on m'a dit que la banque allait peut-être fermer parce que Paulette manquait de relève. Et moi, j'avais encore en tête de prendre Gaétane comme personnage. Ça a été vraiment très flou, Gaétane, où est-ce que ça s'en allait. Et quand j'ai commencé à parler avec Paulette, ça a cliqué. Elle m'a parlé de son histoire puis j'ai fait « wow ». Et toute une histoire qu'elle a, là. Ah oui, elle a vécu, elle a été dans les banques alimentaires toute sa jeunesse. Quand elle a eu ses enfants, elle s'est séparée, puis ensuite, son mari n'a jamais payé la pension alimentaire. Donc, elle a été obligée d'aller dans les banques alimentaires. Et quand je lui parlais, une des clips que j'adore le plus dans mon reportage, c'est Paulette qui dit « Tu sais, moi, du craft dinner, j'en ai mangé. Donne-moi-en pas aujourd'hui, j'en mangerai pas. Mais on a toujours apprécié ce qu'on avait. » Et c'est fou. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de redonner. Parce que Paulette, elle a 81 ans. C'est fou. Elle a fait ça depuis 18 ans. Et avec la COVID, elle a perdu tous ses bénévoles. Et elle s'est ramassée avec elle et Gaétane. Donc, 81 et 94 ans pour gérer une banque alimentaire au complet. C'est une femme avec tellement de résilience. C'est tellement incroyable. Ça a été vraiment une inspiration. Puis je voulais vraiment partager son histoire et aussi l'aider à trouver des bénévoles parce qu'en parlant dans les médias, c'est ça qu'on fait. On donne une voix à ceux qui n'en ont pas. Et depuis, Paulette, j'ai présenté mon reportage à la soirée des reportages et la tante de mon amoureux est venue me voir puis elle a fait « Je peux-tu avoir le numéro à Paulette? La banque alimentaire Saint-Richard, c'est la banque alimentaire à côté de chez nous, c'est ma paroisse. Puis là, j'ai dit, ben oui. Fait que j'ai appelé Paulette, j'ai dit que j'avais quelqu'un qui serait intéressé, puis elle est comme, oui, donne-lui mon numéro. Et là, ça reste à voir, mais là, elle a trouvé, depuis que je lui ai reparlé à Paulette, elle s'est trouvée une secrétaire pour prendre les appels, puis elle s'est trouvée quelqu'un pour faire la comptabilité, parce que son mari a plusieurs maladies, et ça fait en sorte qu'il faut qu'elle donne du temps, oui, à la banque alimentaire, mais beaucoup à son mari. Fait qu'elle ne peut plus faire les deux. C'était vraiment le gros enjeu de mon reportage. Parce que la comptabilité,
qu'on soit un organisme ou qu'on soit une entreprise, ben ça n'en prend. Et puis, justement, juste quelqu'un accueillir aussi. C'est aussi important dans une banque alimentaire. On en parle souvent. Souvent, bon, les gens, surtout les premiers, la première fois que tu y vas, les nouveaux, t'oses pas trop. Ça prend quelqu'un qui t'accueille avec ouverture et empathie. Et je pense que c'est ça le moteur de ce reportage-là, c'est de montrer comment l'ouverture et l'empathie des gens qui donnent de leur temps. Et toi aussi, t'en donnes beaucoup de ton temps, peu de temps que t'as dans la vie. Comment ça se planifie ton horaire là, présentement? Là? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là? Ah, c'est fou, c'est fou. En ce moment, j'ai l'école, je travaille en même temps dans 2 organismes communautaires. Et là, bientôt, j'ai mon stage final pour la fin de mon programme. Donc ça, c'est un stage à temps plein. J'ai réussi à avoir mon stage à Radio-Canada, dans la salle des nouvelles. Hey. Ça, c'est incroyable. Quand je suis rentrée en journalisme à la Cité, c'était ça mon but. Moi, je voulais travailler à Radio-Canada. Depuis que je suis rentrée, puis qu'on a vraiment plus été immergé dans le monde des médias, j'ai vraiment tombé en amour avec ce média-là. Et à partir de ce moment-là, c'était mon but. Et mes collègues de classe, ils le savent, c'est Radio-Canada, c'est ça que j'aime. Et quand je me suis pris d'avance pour avoir mon stage. J'ai mis la charrue avant les bœufs. Je pense que j'ai écrit à la dame qui s'occupe des stages au mois de septembre, octobre, début de la session. J'ai eu mon entrevue à Radio-Canada au mois de novembre. Et les stages, c'est juste au mois de mars-avril, mais je me suis pris d'avance. Puis ils ont adoré ça. Ça, c'est Ben oui. une chose à faire. Toujours se prendre d'avance, pas se prendre à la dernière minute. Et là, ça s'en vient, c'est temps plein. Et après ça, adviendra que pourra, je verrai ce qui s'en vient. Merci beaucoup, Mégane Mongeon. Encore une fois, c'est un plaisir de te recevoir et de voir à quel point la jeunesse a quand même... on peut en mettre beaucoup sur le dos de la jeunesse, mais on a de l'espoir avec toi. Et puis, on se revoit au bingo le 11 février. Je rappelle que 18, c'est ma face qu'on va voir à l'antenne. Donc, ayez pas la berlue et tu vas prendre ton poste la semaine suivante pour un repos bien mérité, je pense. Merci, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 28 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui, Mathieu Charbonneau, directeur d'Action Santé Outaouais, ainsi que Mégane Mongeon, animatrice du bingo de la TVC Basse-Lièvre. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook, TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.